édition de la soirée. 16 meurtres ont été dénombrés sur l'ensemble du territoire national entre juillet et août 2024. Révélation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Jean-Baptiste Tine appelle donc à une vigilance citoyenne avant d'informer que la présence des forces de l'ordre sur le terrain sera ainsi renforcée. Suivant les précisions du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ces derniers temps, nous avons remarqué une montée des agressions dans les villes, notamment Dakar et sa banlieue. Il y a eu des morts, des meurtres. Les meurtres sont au nombre de 16. Il y a eu 16 meurtres ces 2 derniers mois, en juillet et en août. 16 meurtres sur l'ensemble du territoire. C'est beaucoup. C'est beaucoup, nous le déplorons. Au nom du président de la République, je présente mes condoléances les plus attristées aux familles de ces gens qui ont perdu la vie. Ceux qui ont été blessés, je leur exprime la compassion du président et de l'ensemble du gouvernement. La police et la gendarmerie, les autorités en général, ne sont pas inactives face à ce phénomène. Nous luttons farouchement contre l'insécurité. Ce que nous allons faire, et j'ai donné des instructions, ça a déjà commencé, c'est de redoubler d'efforts pour renforcer les actions de présence des forces de l'ordre, police et gendarmerie sur le terrain. Nous voulons rassurer la population que personne n'ait crainte de sortir, que personne n'ait peur ni crainte de vaquer à ses occupations. Nous sommes là pour les protéger. À l'instant donc, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, qui assurait ainsi lutter contre l'insécurité au Sénégal. Déclaration faite donc hier lors de l'installation du tout nouveau gouverneur de Saint-Louis. Et puis retenez que cette situation pousse le collectif des citoyens de la région de Dakar à exprimer son inquiétude. Ses membres décrivent un pays où la jeunesse est de plus en plus dépendante de la drogue, un fait qui, à leurs yeux, est un facteur aggravant de cette insécurité, précisément dans la capitale du pays. Les membres du collectif des citoyens de la région de Dakar étaient donc en conférence de presse hier. Les détails dans ce compte rendu signé Khadija Ndadjoufa. Le collectif des citoyens de la région de Dakar dénonce l'insécurité croissante dans la capitale sénégalaise, marquée par une série de meurtres. Face à cette situation, Tamsir Gori, représentant du collectif, exprime sa profonde désolation. Ce que nous déplorons, ce sont les meurtres et agressions survenus récemment à Dakar. Pour un rien, quelqu'un peut te ôter la vie. Et c'est un problème qui mérite une solution urgente. Le collectif dénonce également l'occupation anarchique de certains espaces publics, ainsi que la forte mendicité observée à Dakar qui contribue à cette insécurité. L'occupation anarchique observée dans certains quartiers contribue également à cette insécurité galopante, aggravée par une mendicité croissante de personnes venues d'autres pays, non pas pour travailler, mais pour tendre la main. Ce qui est désolant. Selon eux, l'un des principaux facteurs favorisant cette situation est une jeunesse de plus en plus dépendante de la drogue. La consommation excessive de drogue chez les jeunes est aussi préoccupante, car ce qui les pousse à commettre des actes regrettables. Ils ne sont plus lucides et des solutions doivent être trouvées pour éradiquer ce fléau. Face à cette insécurité grandissante, le collectif des citoyens de la région de Dakar tire la sonnette d'alarme et demande aux autorités de prendre les mesures appropriées pour y remédier. Parlons à présent de tout à fait autre chose. Après sa dissolution, le Haut Conseil des collectivités territoriales va être donc remplacé par des pôles territoriaux. Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires lâche cette information devant le jury du dimanche.
au nombre de 8 sur l'ensemble du territoire national. Ces pôles vont donc assurer la planification du développement des territoires, assure Bala Moussa Fofana. Voici interrogé par Aïssata Ndiatifala. Nous allons vers les pôles territoires bientôt. 8 pôles territoires dotés d'instances collégiales de discussion où on regroupe l'ensemble des acteurs. Et l'État mettra un dispositif d'accompagnement technique avec la déconcentration qui va toujours jouer son rôle d'accompagnement. Ces instants-là seront des instances de discussion sur l'avenir réel des territoires. Les pôles territoires seront beaucoup plus réalistes et fonctionnels. Ce sont l'ensemble des acteurs du territoire, des élus, comme les acteurs économiques et autres, et avec des experts que nous allons mettre en place dans chaque pôle, qui vont discuter sur la planification du développement du territoire, sur les questions économiques, sur l'aménagement, la planification. Est-ce que vous saviez que sur l'ensemble du territoire national, il n'y a que 10% du territoire national qui fait l'objet d'une planification? Après, on s'étonne pourquoi nous perdons nos terres agricoles, pourquoi nous habitons dans des zones inondables, pourquoi nous n'exploitons pas nos industries, pourquoi cette mauvaise gestion, exploitation de l'espace? Parce que nous ne faisons pas ce travail de planification spatiale et organisationnelle. Ces pôles territoires, une fois qu'on les aura avec les bras techniques et les conseils qui regroupent les acteurs, mais rien n'empêchera ces pôles de se réunir tous ensemble et d'avoir des moments de dialogue avec le président de la République. Et là, ce seront les acteurs autour de leur projet de développement territorial qui vont pouvoir discuter avec le président de la République. Et là, ce sera un dialogue entre l'exécutif central et l'exécutif décentralisé. Et nous restons devant le jury du dimanche. Bala Moussa Fofana explique ainsi la circulaire du Premier ministre Ousmane Sonko qui veut à tout prix rationaliser les dépenses publiques au niveau de l'administration précisément. Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires parle de tensions de trésorerie subies par l'État. Voilà pourquoi, selon lui, il faut se serrer la ceinture pour pouvoir financer d'autres secteurs stratégiques comme l'éducation. Suivant ces précisions, toujours interrogé par Aïssata Ndiatifala. C'est une mesure qui vient à point. Vous savez, ceux qui ont l'habitude de me suivre souvent m'entendent dire que l'État est en tension de trésorerie. Quand on parle de tension de trésorerie, c'est que l'ensemble des recettes mobilisées, si vous payez le fonctionnement, si vous payez le personnel, l'intérêt de la dette, il ne vous reste plus rien pour faire des investissements. Et c'est ça la situation un peu du pays quand on a hérité de cela. Dans ces situations, il est fondamental pour un bon gestionnaire de voir ce que je peux rationaliser, ce que je peux mutualiser. Donc aujourd'hui, demander à l'administration de faire des économies. Par exemple, au lieu d'avoir 50 imprimantes dans un seul immeuble, d'en avoir une seule performante centralisée. C'est énormément d'économies. Si vous avez une imprimante super puissante, capable qui est en réseau, et qui peut permettre à tous ceux qui doivent imprimer de pouvoir imprimer, c'est beaucoup mieux que d'avoir 50 imprimantes, parce qu'après, il faut regarder le nombre de consommables qu'il faut dépenser. C'est des milliards. C'est ce point-là. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur des centrales d'achat pour que l'ensemble des besoins des différents ministères, que nous puissions faire des commandes groupées. Et après, on fait un dispatching. C'est mieux que de laisser chaque ministère passer les mêmes commandes. Il nous faut mutualiser, rationaliser. Vous savez, le gouvernement est un ouvrage de raison et d'intelligence. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Nous voulons mettre en place une gestion intelligente qui permet de mutualiser les ressources, d'éviter les pertes et de pouvoir récupérer énormément de ressources pour pouvoir maintenant l'injecter sur les questions d'éducation, de santé et de logement. Pendant ce temps, les membres du collectif des victimes du lotissement du littoral de Ndiarème Limamoulaye veulent ainsi entrer en possession de leur terrain. Ils sont plus de 330 à ainsi exiger la reconnaissance de leur titre de propriété qu'ils disent ainsi avoir acquis légalement après des années de lutte. Ils préviennent ainsi être prêts à tout pour ainsi entrer dans leurs droits. Suivant les précisions ou leurs précisions dans ce compte rendu signé Mamadou Lamine Fati. Le collectif des victimes du lotissement du littoral de Ndiarème Limamoulaye intensifie son combat pour faire valoir ses droits. Cheikh Alioune Maï, président du collectif, mène cette lutte pour la restitution des terrains. Ce que nous voulons, c'est qu'on nous réaffecte nos terrains, qu'on nous
parce que nous en sommes les légitimes attributaires. Et ça, nous allons y mettre notre vie. Ça, on va y mettre toutes les formes de lutte que cela suppose. Plus de 330 personnes sont concernées par cette spoliation foncière. C'est pourquoi les membres du collectif appellent à une mobilisation massive à travers le Djoub Djoubal Djouban. Nous, membres du collectif, rassurés des droits des attributaires et de la validité juridique des actes d'attribution, continuerons à nous battre pour recouvrer nos biens et sommes, déterminés à mener ce combat puisque nous ne serons pas les agneaux de sacrifice. Selon les membres du collectif, les titres de propriété ont été acquis légalement et ils exigent que leur terrain leur soit restitué. Des délibérations en bonne et due forme ont été délivrées par le maire et contresignées par le sous-préfet de l'époque. Les attributaires individuellement avaient déposé des demandes de régularisation par voie de bail. Après de longues attentes, nous avons tous été omis dans les attributions de la direction des domaines. C'est ainsi que nous avons senti le besoin de nous organiser en collectif pour défendre nos intérêts communs. Depuis des années, le collectif des victimes du lotissement du littoral de Ndiarème Limamoulaye se bat pour récupérer ce qui leur revient de droit. Aujourd'hui, ses membres sont prêts à aller jusqu'au bout, même au prix de leur vie, s'ils n'obtiennent pas leur terrain. Un autre collectif, toujours dans le domaine du foncier, a aussi fait face à la presse. Il s'agit du collectif Djokdjonna de Nianing. Ses membres réclament ainsi depuis 2016 la résiliation d'une attribution de 18 hectares par la mairie de Malicounda à une société privée. Ils jugent ainsi cette attribution illégale et illégitime. Dès lors, le mouvement Frappe avec comme représentant le député Guy Marius Sagna s'est donc approprié le combat. Nous l'écoutons justement, Guy Marius Sagna, le député et membre du mouvement Frappe. Ces 18 hectares affectés à BSD Development depuis 2016, nous avons eu également la possibilité, avant la réunion, d'aller faire une visite de terrain. Visite de terrain qui nous avait été interdite par les nervis du parti au pouvoir avec la complicité de la gendarmerie à l'époque. Je compte dans les heures, dans les jours à venir, adresser une question écrite au gouvernement pour que toute la vérité, toute la lumière soit faite concernant ces 18 hectares. Pour que le droit soit dit, pour que la vérité soit dite, pour que la lumière luise, pour qu'enfin, d'accord, cette affectation illégale et illégitime de la mairie de Malicounda soit cassée jusqu'à ce que, en fait, ces 18 hectares soient gérés en conformité avec les intérêts des populations de Nianing. L'autre chose, nous considérons, en attendant cette affectation de 2016, comme aujourd'hui nulle et non avenue. Parce qu'après 2 ans, 4 ans, 6 ans, maintenant 8 ans depuis 2016, de viabilisation, de mise en valeur de ces 18 hectares, eh bien, ça veut dire que l'affectation de la mairie est devenue caduque. Et puis nous poursuivons cette édition avec ces chiffres. Dans le monde, seuls 3% des femmes ont ainsi accès au financement vert pour inverser la tendance. Oui, j'y arrive. Au Sénégal notamment, le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique a tenu à Saly un atelier de renforcement des capacités pour la gente féminine. Pour la tutelle, il faut toujours insister sur la sensibilisation. Précision avec Muntaga Kana. En Afrique, les femmes peinent à accéder au financement vert. Le Sénégal n'échappe pas à cette réalité. Il s'agit pour le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique de changer la donne. Donc, mais ici, il est question de financement vert, il est question d'économie verte. Donc, je pense que malheureusement au Sénégal et même en Afrique, alors la dimension genre elle est prise, mais surtout elle est prise en compte, mais dans des activités bas de gamme. Mais donc il faudrait peut-être les aider, les hisser, donc de manière inclusive, donc dans des activités haut de gamme, notamment avec les énergies solaires, avec le transport durable, avec les bâtiments, etc. Maintenant, en quoi faisant, par de la prise en compte, donc au niveau des politiques publiques, donc de bien prendre en compte l'aspect genre. Cette problématique est d'ordre mondial, nous dit Elena Bruise, qui est la conseillère politique du bureau de l'ONU Femmes en Afrique de l'Ouest et du Centre.
On constate aussi que les femmes ont un faible accès au financement vert. Partout dans le monde, par exemple, les données qu'on a, que 3% de l'aide climatique officielle au développement finit dans les mains des femmes. Donc c'est vraiment des fossés qu'il faut combler, des tendances qu'il faut révertir. Les femmes participantes qui ne comptent pas se contenter des activités liées à l'agriculture et autres ont bien accueilli cette initiative. Et puis par le biais du collectif pour le développement des Colobane Guy Mouride, les populations des 17 quartiers de Rufisque cherchent ainsi des solutions aux difficultés qu'elles rencontrent. Dans le cadre du programme des quartiers sensibles, le collectif a ainsi acquis une machine de fabrication de pavés, un projet qui permettra par ailleurs aux jeunes de trouver un emploi. C'est bien sûr selon le président du dit collectif. Les précisions avec lui-même, il s'appelle donc, voilà, nous suivons ces précisions. Challenge vient de démarrer. On va challenger tout Colobane Guy Mouride avec des rues sans sable. C'était notre objectif, ça fait plus de 3 à 4 ans. Maintenant, la machine est arrivée, ce n'est que le début de ce que nous allons faire. C'est-à-dire, on ne se substitue pas au maire et à l'État du Sénégal, mais on est en train de montrer que les populations aussi, à travers des associations, peuvent faire des choses qui peuvent avancer, qui peuvent faire avancer le Sénégal. C'est-à-dire, on ne pouvait pas se dire qu'on va faire venir une machine, faire des pavés et en rester là. On a réfléchi de façon très intelligente pour dire que, attention, pourquoi ne pas en même temps commander des moules pour qu'au finish, que ce soit une entreprise qui crée des emplois pour les jeunes de Colobane Guy Mouride, mais en même temps, comme le font les Turcs qui sont à côté, qui viennent d'autres pays pour venir investir, c'est les mêmes machines, c'est les mêmes machines qui ont été commandées. Nous, à Colobane Guy Mouride, l'association s'est dit, ok, on crée la même entreprise, on crée des emplois, on fait des bénéfices, au profit des populations de Colobane Guy Mouride en général. Une population de 40 000 habitants pour 17 quartiers, vous voyez ce que ça fait. Donc le challenge, il est là, il y a du travail qui doit être fait. Peut-être dans 3 ans, 4 ans, en fonction des moyens qui seront regroupés. On espère aussi que ce soit d'ici 1 an que tout sera au top. Et il s'appelle Pape Konaté et c'est lui donc le président du collectif pour le développement des Colobane Guy Mouride. Poursuivons cette édition pour parler du Gamou de Tivaouane en prélude au Maulid édition 2024 prévu donc en mi-septembre. La coordination de la cellule Zawiya Tidjaniya a organisé donc un point de presse après avoir délivré le message du Khalife général. Le président de la commission communication a également abordé les activités prévues pour l'occasion. Par ailleurs, le coordonnateur de la cellule Zawiya Tidjaniya, Serigne Abdul Hamid Sy, est ainsi revenu sur le thème qui, dit-il, sera donc axé sur la reproduction du modèle prophétique. Le comité d'organisation annonce de son côté pour cette édition au message du Khalife Serigne Babacar Sy Mansour à l'adresse de la Oumma islamique du Sénégal et d'ailleurs sur l'évolution de l'islam. Toujours selon le comité d'organisation, Serigne Babacar Sy Mansour s'arrêtera également sur les convulsions qui ont secoué le pays. Nous y reviendrons bien naturellement dans nos prochaines éditions. 450 disciples de l'Institut Thierno Modi Diallo de Boki-Diawé ont décroché leur diplôme en jurisprudence islamique. L'Institut compte plus de 2000 disciples, dont la majorité vient de la sous-région. Et puis lors de la cérémonie, le jeune Khalife Thierno Aliou Diallo a mis l'accent sur l'éducation et les bonnes habitudes, nous dit ici Amadou Mardiallo. Plus de 400 disciples couronnés par l'Institut de la jurisprudence islamique Thierno Modi Diallo de Boki-Diawi. Lors de la cérémonie de remise de diplôme communément appelée Itmam, Thierno Aliou Diallo a beaucoup insisté sur les bonnes habitudes. D'après lui, l'éducation est l'itinéraire qui mène vers le bon chemin. Le savoir que nous avons pour contribuer à l'éducation, si et seulement si les gens acceptent de copier aux bonnes habitudes que nous ont léguées nos aînés. Cela peut changer positivement le comportement de certaines personnes, certains foyers. Cela peut aussi ramener la paix
Le chargé de communication de l'Institut de la jurisprudence islamique, Abdourahim Diallo, est revenu sur l'importance de cette journée. Cette année, 450 disciples ont décroché le diplôme en jurisprudence islamique dans l'Institut. Une fois qu'ils rentrent chez eux, ils pourront devenir des imams et aussi intervenir sur tout ce qui est jurisprudence islamique. Créé en 1802 par Modi Oumar Ba, originaire de Guinée, les temples du savoir de la jurisprudence islamique de Boki-Djawi compte plus de 2000 disciples. Et la localité continue d'accueillir chaque année des milliers de disciples, dont la majorité venus de la sous-région, tels que Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Gambie, Libéria et Sierra Leone, à la conquête du savoir. Élément signé Amadou Oumar Diallo qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs et surtout, prenez bien soin de vous.